Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Dr Ouedraogo Pauline, docteur en sciences du langage, option sémiotique. Je voudrais vous parler de Les secrets des sorciers noirs de Dindolossom Ouedraogo. Je vais utiliser la théorie sémiotique, principalement la sémiopragmatique, pour mettre en évidence les états et transformations contenus dans les récits de cette œuvre ethnographique d'une part et son rapport avec les réalités africaines dans le Burkina Faso d'autre part. Qu'est-ce que la sémiotique? La sémiotique est une discipline qui se charge de l'analyse du signe. En réalité, le signe, qui peut être visuel, verbal, écrit ou sous d'autres formes, constitue la base de toute sémiotique, qui a pour visée de trouver du sens qui se rapporte toujours à un contexte, un lieu, une époque, une civilisation, une histoire. Le signe visuel ainsi véhicule un message qui peut être explicite ou implicite. En effet, le signe est généralement chargé d'intentionnalité, pouvant échapper à la maîtrise de celui qui le produit ou qui l'émet. En d'autres termes, le signe est un vecteur d'idéologie ou d'opinion visant à transformer une situation bien déterminée. L'objet de cette étude est d'examiner les similitudes entre l'œuvre Les secrets des sorciers noirs, publiée en pleine période coloniale, et de la mettre en rapport avec la réalité socio-culturelle du Burkina Faso. Nous estimons que cette œuvre a pour visée perlocutoire la découverte des pratiques coutumières des Mossi, mais aussi d'autres peuples africains comme le Sénégal, le Saint-Louis, les Samo. C'est selon la période coloniale et selon l'œuvre que nous présentons. Il est clairement indiqué dans la préface que l'auteur a été instruit de collecter ces secrets et de les mettre à la disposition de la France. Cette œuvre constitue donc une compilation de ce dont la France avait besoin pour mieux s'implanter et maîtriser la haute volta, comme il est également indiqué. Les différentes molécules sémiques, notamment les croyances et procédés de sorciers noirs, le totémisme et les animaux dans la magie de l'œuvre sont des traces indélébiles du pays. Dès lors, les questions qui s'imposent sont les suivantes. L'œuvre Les secrets des sorciers noirs renferme-t-elle les secrets des Mossi? L'administration française a-t-elle utilisé les secrets des sorciers noirs pour mieux dominer les voltaïques? Nous avons pu dégager deux hypothèses. L'œuvre de Dindolossom renferme d'importants secrets des pratiques culturelles des Mossi. En deuxième hypothèse, nous pouvons dire que la France a utilisé l'écrit d'un Burkinabé occupant un rang social très privilégié dans son processus de domination. Il s'agit de démontrer que la France, considérablement rejetée par les populations africaines au XXIe siècle, a su recueillir les forces et les faiblesses des différents pays africains par le biais de spécialistes comme le capitaine Marcel Cardet, le professeur Marcel Prior, Robert Rando, qui sont soutenus par des Africains comme Dindolossom Ouedraogo. Dans la préface de l'œuvre Vie et enseignement de Tierno Bokar, le sage de Bandiagara, de Amadou Hampâté-Bâ, par exemple, l'auteur avoue que, par son entremise, le capitaine Cardet a pu pénétrer sans difficulté dans toutes les Aïouia Amalis, opposant des Somaris du Soudan, du Sénégal, de la Haute-Volta, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Nigeria.
Au lieu de s'en prendre donc sans cesse à un système qui s'est implanté sur les cendres d'une Afrique qui peine à se développer depuis les indépendances, les Africains doivent reconnaître qu'il est nécessaire de tourner la page, chargée de frustration afin d'empêcher une domination permanente. La méthode sémio-pragmatique nous a permis de trouver des éléments de réponse à nos questionnements, notamment à travers l'analyse sémiotique, puis la narrativité de Les secrets des sorciers noirs. Mesdames et messieurs, qui est Dim Dolosom Ouedraogo, auteur de cette œuvre? Antoine Dim Dolosom Ouedraogo fut prince de Sao, canton de Ouagadougou. Il est né en 1897 à Sao, où il fit son école primaire avant de poursuivre son secondaire à Saint-Louis, au Sénégal, au lycée fédéral. Dim Dolosom fut commis de l'administration française, financier. Il fut affecté au bureau du gouverneur à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. En plus de Les secrets des sorciers noirs, Dim Dolosom a publié d'autres œuvres dont l'Empire du Moronaba. Il mourut en 1940 à 43 ans. Il aurait été empoisonné. Mesdames et messieurs, que pouvons-nous retenir de cette œuvre? Les secrets des sorciers noirs de Dim Dolosom rapportent les us et coutumes du Mossi. Publiée en 1934, cette œuvre a été produite à la demande de Robert Rondeau pour le compte de l'administration française. Le livre est une pure collection de la culture Mwaga rendue aux colons qui cherchaient des stratégies pour mieux dominer le royaume, pays au cœur de l'Afrique occidentale. Cette œuvre a pu intéresser les chercheurs et les lecteurs burkinabés. Par contre, elle a fait l'objet de plusieurs études en Europe. L'auteur a d'ailleurs été encouragé par la France dans sa démarche et félicité pour le succès de la collecte des données contenues dans le document. Situé dans son contexte de la période coloniale, à l'approche du début de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle la France éprouvait le désir de renouveler l'enrôlement de Noirs voltaïques en renfort aux tirailleurs sénégalais, il est possible que cette œuvre constitue une trahison d'un fils de chef traditionnel vis-à-vis des siens. Mesdames et messieurs, cependant, prise dans le contexte actuel en 2024, ce document comporte des richesses inestimables pouvant servir à la science et à la culture africaine et burkinabé en particulier. Permettez-moi d'effectuer une brève présentation de la théorie sémiotique que nous utiliserons dans notre analyse. Nous dirons, comme précédemment, que la sémiotique est cette discipline ayant pour objet l'analyse du signe vocal, gestuel, iconique ou sous d'autres formes. L'analyse sémio-narrative dont nous faisons usage avant d'effectuer le dépassement qui nous conduit à la pragmatique, selon laquelle quand dire c'est faire, selon John Austin, est basée sur le récit, qui est un type d'énoncé comme la description, l'argumentation, le dialogue. Il s'agit de la narration d'événements passés, supposés ou réels. Le récit est concret, la narration est abstraite. On peut résumer ses attributs en disant qu'elle structure un enchaînement d'états et de transformations. 8000 euros, 2007. L'approche sémio-narrative peut ainsi renvoyer à l'analyse du signe en vue de découvrir le pouvoir du signe à transformer un état, à faire de sorte à changer une situation A en une situation B. Le schéma narratif canonique, outil d'analyse narrative, nous servira concrètement
dans cette étude. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du schéma narratif canonique? Pour Louis Hébert, le schéma narratif canonique SNC permet d'organiser logiquement, temporellement et sémantiquement les éléments d'une action représentés ou non par des programmes narratifs. Ces éléments sont représentés ou non par des programmes narratifs dotés de 5 composantes, dont l'action, la compétence, la performance, la manipulation et la sanction. Mesdames et messieurs, allons à la présentation de ces composantes citées du schéma narratif canonique. L'action, qui est décomposable en 2 niveaux, que sont la compétence et la performance. La compétence est relative aux préalables nécessaires de l'action. Tous des modalités du faire que sont le vouloir faire, compétence voulistique, le devoir faire, compétence déontique, le savoir-faire, compétence cognitive et le pouvoir-faire ou compétence pragmatique qui désignent les aptitudes du sujet à réaliser une performance estimable à travers la jonction. En fait, la jonction, c'est le fait de conduire une situation A à une situation B. Quand quelqu'un a faim dans la situation A et se retrouve bien nourri à la situation B, on peut parler de jonction en ce moment. Toutes les compétences acquises par le sujet de faire sont possibles grâce à la manipulation qui est très importante dans l'action. La manipulation ou modalité de faire, c'est la compétence spécifique pour le vouloir faire et le devoir faire. À ce niveau, le sujet de faire use des moyens nécessaires pour amener le sujet d'état à réaliser une jonction. La performance, qui est en rapport avec les modalités réalisantes ou faire. C'est l'étape d'acquisition ou de privation de l'objet de valeur. Les acquis de la quête y sont présentés. Enfin, la sanction. Elle est relative à l'évaluation de l'action, à sa rétribution, récompense ou punition. Lorsqu'on envoie le prince aller sauver la princesse, s'il réussit, on peut lui donner la princesse en mariage. Mais s'il échoue, au lieu de le laisser, on peut le sanctionner. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, nous estimons qu'il est opportun d'effectuer l'analyse. Et cette analyse passe par le récit de l'œuvre. Selon le récit, l'administration française, représentée par Robert Rondeau, demande à Dimdolo-Som Ouedraogo de collecter les secrets des sorciers noirs, notamment les pratiques culturelles des Mossi et d'autres peuples, afin de les mettre à sa disposition. Nous allons voir dans cette œuvre croyances et procédés des sorciers noirs, les secrets sur les procédés divinatoires des Baga devint en mourir. Il faut noter que chez les Mossi, le Baga est connu pour ses aptitudes divinatoires. Il est de la famille des Nyonyonsé, Sawadogo. Le Baga est chargé de soigner ou de prédire l'avenir des Mossi. Il est respectueux des traditions et rend service à la société à travers ses soins et orientations. Le Baga a plusieurs procédés divinatoires, dont le Nyongre, Souri, dont dérive le terme Nyonyongre, pratique des Nyonyonsé. C'est les Nyonyonsé, membres de la famille Sawadogo. Dimdolo-Som a recueilli avec justesse les procédés divinatoires du Baga de Sao, celle dont lui-même est prince. Il affirme: nous allons consulter Tenga Sawadogo, Baga âgé d'environ 45 ans, établi au village de Navrabogo, dans le canton de Sao,
cercle de Ouagadougou. Tenga Sawadogo me reçoit. À l'instant, le baga se met à ma disposition. Je fais rapidement l'inventaire de la chambre. On aperçoit des trous de souris. Ça, c'est Dim de Lopsom lui-même qui le dit. Il faut noter que Dim de Lopsom n'a pas expliqué l'objet de sa visite au baga. Il a d'ailleurs accompagné un jeune homme dont le père était malade pour la consultation. Il réussit sans aucune difficulté à obtenir le bagré par la souris. Va-t-il s'arrêter à la souris? Non. Dim de Lopsom va à la recherche du bagré, divination par l'eau. Pour ce faire, il se rendit à Yaké, canton de Mané, cercle de Kaya. Notons que selon la division administrative actuelle, Yaké fait partie de la province du Passoré, entre les limites de cette province et Sanmatenga. De Yaké, il fut conduit à Kouli. Nous estimons que ce Koulou, village situé à quelques kilomètres de Yaké, dont le King Swaba, maître de terre, réputé grand magicien. Dim de Lopsom a quitté Yaké pour aller à Koulou. Nous continuons. Il a pu apprendre avec précision le Koumbagré parce qu'il vient de loin. Généralement, on accepte confier son secret à un étranger. Parce que même s'il le révélait, personne ne saurait l'utiliser. Et je cite, « Je veux bien t'aider parce que tu viens de loin. Si tu étais originaire de ce pays, je ne te dévoilerais pas mes secrets. » Cet apprentissage au prince de Sao de faire des représentations imitatives dans son livre. Je gratifiai le respectable vieillard de quelques centaines de coris et d'une bonne poignée de main et le remercier d'avoir bien voulu me fournir les renseignements. Dim de Lopsom apprend aussi le Kinkilbaré, la divination par les esprits. Pratique issue de la légende Kafrini, ancêtre d'un peuple né qui par la ruse est parvenu à lier amitié avec les terribles de la forêt dans le but de venger son père tué lors d'une bataille. C'est à Zaktouli, village situé à 9 km de Ouagadougou, et à Guabara, dans le quartier Zamsé, canton de Nou, cercle de Ouagadougou, qu'il est allé apprendre le Kinkilbaré. Le 23 février 1931, Tempoko, la Kinkilbara de Guabara, se rendit à Sao et apprit les procédés du Kinkilbaré à Dim de Lopsom aussi. Il est important de souligner que en mars 1932, Tempoko fut condamné à 100 francs d'amende et son mari à 4 mois d'emprisonnement pour pratique de sorcellerie. Ça veut dire qu'il a appris la pratique, mais après, la dame a été obligée de payer une amende de 100 francs et son mari sera emprisonné. Il faut souligner que les esprits Kinkirsi de Tempoko ont fait cas de Kati dans leur chansonnette au chef de Sao en ces termes. Ce n'est pas de la faute aux Blancs, ce n'est pas la faute aux chefs indigènes. Les jeunes gens de cette génération sont nés dans une époque où le besoin de se défendre a fait de Kati, Soudan français, le point de concentration des forces militaires. La traduction de cette partie de la chansonnette renferme des incohérences. Les esprits n'ont pas fait cas de besoin de se défendre. Amoré, ce qui est écrit dans l'œuvre, comme Yaobandore en tout Kati. Soit l'auteur
en cherchant à faire plaisir aux Blancs, à attribuer un autre sens à la strophe, soit le texte en mouré a connu une modification aux dépens de son auteur. La conversation entre Timpoko et l'âme d'une dame venue se plaindre du recrutement des Noirs et du mauvais traitement qu'ils subissent les siens du fait de la colonisation s'avère douteuse. L'âme de cette plaintive est venue à la séance de divination pour se faire entendre. Elle a été reprise par Timpoko en ces termes. C'est ainsi que tu médis des Blancs. Tu ignores que tu es ici en présence d'un employé des Blancs. Et la malheureuse terrifiée ne laissa plus échapper que des mots hachés. Dindolozom livre le secret de la divination par les cailloux. Pilimpik Barré. Dindolozom a pu répondre aux attentes de la France. Selon Rando, je cite, le document apporté par lui à la science, par Dindolozom à la science européenne, est donc de premier ordre. Vous voyez? Parce qu'il provient de la source la plus sûre. Je reprends la citation selon Rando qui parle de Dindolozom, notamment de son œuvre Les secrets des sorciers noirs. Le document apporté par lui, par Dindolozom, à la science européenne est donc de premier ordre parce qu'il provient de la source la plus sûre. Quelle sera la rétribution du livre des secrets des sorciers noirs? La sanction. La France a récompensé Dindolozom pour son exploit. Quand on parle de sanction, c'est un peu technique, c'est sémiotique. Il a obtenu le premier prix de l'Afrique occidentale française en 1934. La remise de ce prix aurait rencontré des oppositions parce que l'auteur n'était pas affranchi. 1934, la Haute-Volta était toujours sous la domination coloniale, donc il n'était pas possible d'être récompensé pour quoi que ce soit. La publication de ce livre a-t-elle contribué à la politique française en Afrique? Ça sera le contenu de notre deuxième programme narratif va répondre à cette question. Mais il faut noter que l'administration coloniale avait un objectif: avoir les secrets des sorciers noirs, pénétrer en Haute-Volta, parce que, comme nous l'avons vu plus haut, la Haute-Volta était redoutée du fait de sa magie. Et comment faire? Il fallait avoir ses secrets. Et lorsqu'on a les secrets de quelqu'un, on peut le maltraiter comme on peut bien le traiter. Et nous ne pouvons pas dire que la France a bien traité la Haute-Volta, vu le contenu de l'histoire. Oui. Maintenant, la récompense qu'a reçue Dindolozom, c'est pour la forme aussi. Parce qu'il aura des difficultés avec sa communauté. Lors d'un colloque, j'ai présenté sur cette œuvre et mes professeurs m'ont fait savoir que Dindolozom a été vraiment sanctionné par sa communauté, qui a découvert par la suite qu'il a livré les secrets à l'administration française.
Bref, quel a été le programme narratif 2? La France exploite les secrets des sorciers noirs pour mieux dominer les Noirs. Ce programme narratif se justifie par l'affirmation de l'auteur selon laquelle il faut sévir contre les magiciens afin de faciliter l'action française. Concernant le recrutement des tirailleurs sénégalais, par exemple, il déplore la contribution du charlatanisme. La France savait pertinemment que le royaume aussi renfermait un pouvoir très complexe et craint des autres peuples. Selon Rando Robert, il avoue clairement, il ne demeure plus en Afrique occidentale après les expéditions féroces des grands Almamis du XIXe siècle, à la fois convertisseurs d'infidèles, conquérant d'immenses territoires ravageurs de chair et marchands d'esclaves, qu'un seul empire animiste, celui des Moussis. Ça veut dire que la France a observé ce qui s'est passé en Afrique. Ça veut dire presque tous les royaumes s'étaient convertis à l'islam de force. Et c'était facile de les coloniser. Mais la haute volta était impénétrable du fait de la magie. Il fallait tout simplement défaire cette magie-là pour pouvoir pénétrer la haute volta. La France craignait surtout le pouéré des Moussis. Oui, le pouéré. Par exemple, il parle du pouéré. La magie a joué naguère un grand rôle dans l'empire Moussi. Chaque Naba avait auprès de lui un prêtre de pouéré, révélateur de choses sacrées, et qui, avant, l'informait, grâce à un miroir d'eau magique, des sentiments et la conduite de ses femmes, de ses proches, de ses pages, des gens du pays. Ça, c'est Dim Dolosson qui le dit. Nous pouvons dire que l'œuvre de Dim Dolosson a contribué au processus de domination de la haute volta entamé par la France dès son arrivée. Pendant la colonisation, le seul objectif de l'administration coloniale étant de mieux soumettre les Noirs. Par conséquent, il est évident que ce document a été exploité par des spécialistes français. Cette affirmation peut illustrer notre point de vue. Le document, je cite, apporté par lui, par Dim Dolosson, à la science européenne est donc de premier ordre parce qu'il provient de la source la plus sûre. Nous reprenons cette citation parce qu'elle est vraiment fondamentale pour notre analyse. C'est la suite du processus de la France coloniale. Oui. En effet, la France en occupant, je cite, la France en occupant ses territoires Moussis en a maintenu l'armature féodale qu'elle a dépouillée de ses rigueurs. C'est des coutumes contraires aux lois des États civilisés. Pour dire que la France a affaibli tout simplement le royaume Moussi à travers l'affaiblissement de sa force fondamentale, le pouéré, la magie. Qu'inspirait la France en découvrant les secrets des sorciers noirs? Modalité, l'œuvre a contribué à la domination, ça c'est bien clair, au niveau de la manipulation. La fin de pratiques comme le pouéré, le recrutement des soldats au compte de la France, la soumission totale du noir face au blanc. L'action 2, puisqu'il y a eu une première action. L'administration française apprend davantage les secrets des sorciers noirs pour approfondir son règne. La frayeur de l'âme plaintive devant Dim Dolosson peut justifier la volonté de domination. Oui.
L'âme de cette femme dont le fils est retenu à Ouagadougou après avoir échappé au recrutement se plaignait des maltraitances de l'administration coloniale. Lorsque Timpoko l'a reprise, elle a immédiatement transformé ses propos. L'auteur souligne qu'elle a dû chanter pour s'excuser, mais était très effrayée. La compétence, dire le vouloir faire, le devoir faire, le savoir faire, le pouvoir faire. Nous allons avancer parce que c'est un peu très scientifique, notamment scientifique parlant de la sémiotique, et nous allons avancer. Quand on parle par exemple du pouvoir faire, c'est la disponibilité et l'accessibilité de domination. La France domine mieux la Haute-Volta au niveau du pouvoir-État. En effet, l'administration française, détentrice de tout le pouvoir sur toute l'Afrique occidentale française, dont la Haute-Volta possédait le savoir-faire et le pouvoir-faire nécessaires pour la réalisation de la quête. La quête, c'est la domination de l'Afrique, précisément de la Haute-Volta. Va-t-elle vraiment réussir son projet? Allons voir la performance. Nous estimons que la France a pu atteindre son objectif, conjoindre le sujet d'État, qui est, par syncrétisme actentiel, la France à l'objet, domination de la Haute-Volta, qu'elle a entamé avant la publication de cette œuvre. La présence d'anciens combattants au Burkina Faso, l'absence de certaines pratiques comme le poéré et l'intervention de la France dans la résolution de problèmes sécuritaires prouvent qu'à l'image d'autres œuvres d'Africains, les secrets des sorciers noirs ont été exploités par les puissances coloniales pour mieux dominer les Africains. Ça, c'est un constat. Au niveau de la sanction, que pouvons-nous retenir? Les administrateurs comme Rando ont été rétribués pour leur contribution au renforcement de la politique coloniale de la France qui, jusqu'à présent, impose ses règles en Afrique occidentale, dont le Burkina Faso. Même s'il y a un changement avec les régimes révolutionnaires comme le régime militaire du Mali, le régime militaire du Burkina Faso et le régime militaire du Niger, conduit respectivement par Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et Tchani du Niger. Nous pouvons dire que les choses sont en train de s'améliorer, mais pas tout à fait, puisque nous sommes dans une situation de trouble, d'insécurité, et nous espérons bien nous en sortir les années à venir et pourquoi pas les jours à venir. En 1940, année de la mort de l'auteur, l'Académie française décerne le célèbre prix Alfred Ney à Rando. Il va recevoir un prix parce qu'il a pu manipuler les Africains, obtenir des informations. Et il faut noter que l'information reçue en Haute-Volta était très importante. Cette information était très importante pour pouvoir manipuler, maîtriser ce royaume qui était craint. Alors, mesdames et messieurs, il est donc clair que la présente analyse nous a permis de déceler les différents états de transformation de l'œuvre Les secrets des sorciers noirs de Dim Dolorson Ouedraogo. Cette étude a servi à la découverte de l'ancrage socio-culturel du contenu de ce livre en rapport avec la société burkinabé
voire africaine. Le fait réside dans le fait que l'administration coloniale, en instruisant l'auteur à la collecte des secrets, visait à mieux connaître la Haute-Volta afin de la dominer davantage. Concernant l'être, il se situe dans la réalité relative au pays de Burkina Faso. Il est vrai que l'armée française est partie, mais le pays est fortement influencé par un certain nombre de réactions de la part de certains pays qui ont un rapport direct avec la France, mais aussi par la France elle-même. Par la France elle-même qui ne veut pas s'avouer vaincue. Mesdames et messieurs, est-ce que Dim Dollosson pouvait agir autrement? Pouvait-il s'opposer à toute la France, cette puissante France? Est-ce qu'il pouvait s'y opposer? Nous estimons que le prince de Sao ne pouvait pas refuser de livrer les secrets à la France du moment où aucun droit ne protégeait les indigènes. Aussi, la fin de l'œuvre prouve que Dim Dollosson a mis la France en garde contre toute manipulation des secrets livrés. Pour lui, ceux-ci sont sacrés et ne produiront aucun effet que si et seulement si le possesseur donne son accord. Par conséquent, la France peut interdire leur usage, mais ne pouvait pas les utiliser. De toute manière, ce document constitue pour notre part une mine d'or que la médecine traditionnelle peut exploiter pour sauver des vies à travers des plantes. Si l'Afrique ne l'utilise pas, c'est sûr que la France l'a déjà utilisé et l'utilisera toujours. Parce que Rando a clairement dit que ce document sera un atout pour la science européenne. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre analyse qui est longue mais très importante pour nous. Le moment où nous sommes dans une situation où la recherche de solutions conduit les uns et les autres à vouloir repartir dans la magie, le fétichisme. Moi personnellement, je n'y crois pas parce que tout simplement, le secret a déjà été livré. Ce dont je pense, c'est qu'il faut refuser tout simplement d'être dominé, de tourner vers un avenir meilleur, de donner dos à la domination, comme c'est le cas avec nos trois présidents de l'AIS. Je vous remercie.